Sa femme fait des chaussures. C'est en live, les amis, là. On est en live. On est en live. Alors, bonjour. Nous sommes chez Comme Pieds Nus, là. Avec moi, il y a Peter Blanken, ici. Je vais là. Ouais. Et donc, c'est d'ici qu'on va faire la conférence Swimrun. À côté de moi, il y a Clément. Clément, tu peux venir? Ouais. Non, tu veux pas venir? Et Carole, tu veux venir? Carole qui vient nous dire bonjour. Voilà, et qui va tout de suite bosser sur la verticale. Donc bonne conférence avec eux. Ça va être du top de chez top. Et puis on se revoit après. Ouais. Ciao, ciao. Et après la conférence Swimrun, qui est jusqu'à 17h30, il y aura une intervention de la part de Monsieur Fred Brigaud. Monsieur Fred Brigaud. Le spécialiste. Attends, il n'y a pas assez de place pour tout le monde là. Le spécialiste de. T'as le retour? Non, t'as pas le retour. Non, j'ai pas le retour. Voilà. Donc il fera une animation avec Innovate sur la biomeca. Voilà. Et ça sera très intéressant. Voilà. Je te remercie. À tout à l'heure. Alors on va faire la conférence de façon assez didacticielle, à savoir que moi je me sers du support du film d'Intérieur Sport et des Exilés, qui a eu lieu il y a bientôt 1 an et demi. Et en regardant le documentaire, je demande à Clément et à d'autres personnes qui vont venir nous joindre de poser des questions au fur et à mesure. Donc Clément, si tu vois qu'il y a des questions à poser, n'hésite pas, et même si tu n'en as pas, tu en poses quand même. Alors là, il s'agit du briefing qu'a fait Michael Lemmel lors des championnats du monde 2015. On écoutait ça d'une façon très religieuse. Et c'est toujours bien d'avoir l'intervention du directeur de course juste avant, qui nous explique un petit peu la philosophie du swimrun, comme c'est un sport nouveau. Tu peux poser des questions directement. Tu peux poser des questions directement. Comme tu veux. Les parties natation, c'est par là, il y a des vagues, il y a du vent, il y a des courants. Concernant le matériel du pool boy, tu conseillerais, ou ce que tu as vu, tu conseillerais plutôt avec un pool kick, un pool boy justement, ou j'ai vu même qu'il y en avait qui collaient 2 pool boys. Alors Clément me demande si, au sujet de la flottaison, s'il fallait utiliser un pull boy, un double pull boy ou un pull kick. Ouais, voilà. Alors, je peux te répondre pour le pull boy et le double pull boy. Le pull kick, je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est. Le pull kick, c'est un matériel de nageur qui est assez gros quand même, et qui fait à moitié planche. Ah oui, d'accord. Oui, alors, moi je peux dire que le pull boy, pour l'instant, avec les élastiques, c'est ce qu'il y a de plus commun. Actuellement, depuis pas mal d'années. Mais là, actuellement, ce qui commence à venir bien, c'est les renforts directement dans la combinaison. À savoir qu'ils mettent des surépaisseurs. Ce qui fait que les expériences qu'on a eues avec mes amis suédois, etc., c'est que le pull boy, des fois, il n'aura même plus besoin d'en avoir besoin tellement les fabricants, les équipementiers ont intégré de la mousse au niveau des cuisses pour se permettre d'avoir une liesse équivalente. Après, il y a des gens qui mettent un double pull boy, peut-être parce qu'effectivement, un double pull boy, ça augmente encore plus la flottaison, et plus on est haut sur l'eau, et
moins il y a de frottement et moins il y a de traînées hydrodynamique dans l'eau. Voilà, donc c'est actuellement, je pense que c'est pas encore tout à fait fixé. On va voir cette année les gens qui vont venir avec des nouvelles combinaisons. Et si on les voit sans pool boy, on va se dire, ah, peut-être qu'il y a quelque chose. Donc ça sera... Là, ton attache, là, c'est pour le mettre autour de la cuisse. Oui, donc du coup, c'est une attache élastique. Ouais. J'ai vu qu'il y en avait qui le mettaient derrière dans le dos. Alors, oui, alors, l'inconvénient avec une attache directement sur la cuisse, c'est que ça a tendance un petit peu, des fois quand on court longtemps, à descendre, même si on le serre beaucoup. Donc à chaque fois, on le remonte un petit peu. Le fait d'avoir une corde juste derrière ici, et puis l'attacher comme ça, et que la corde soit juste derrière ici, ça permet de ne pas avoir à toujours le remonter. Après, c'est les gens enfin, je dis moi toujours qu'il faut toujours vraiment essayer au maximum le matériel dans toutes les configurations. Et même après tous les essais que vous aurez faits, ça ne sera pas suffisant. Mais au moins, vous aurez débroussaillé un maximum de choses. Qu'est-ce que je peux dire par rapport? Oui. Déjà, moi, pour cette combinaison, celle-ci, il y a des panneaux de 8 mm devant. Ça, c'est une combinaison spéciale swimrun avec un zip devant et un zip derrière. Maintenant, pratiquement toutes les combis ont un zip devant, un zip derrière pour pouvoir s'aérer ou se changer plus rapidement lors des parties course à pied où on chauffe très vite. Autant l'hypothermie, c'est vrai que c'est un danger qui met un peu de temps à se mettre, mais autant le coup de chaleur est encore plus dangereux parce que ça peut très vite devenir hyper dangereux et faire descendre la température est très très difficile. Donc du coup, je crois que les zips, etc., bientôt toutes les combinaisons auront 2 zips. Hein. Ce sera très rare d'avoir des combinaisons où il n'y aura qu'un seul zip, à moins que ce soit vraiment où il fait 10 degrés ou 5 degrés dans l'air. Effectivement, on peut garder peut-être le zip, les zips fermés, mais sinon... Et là, tu as 2 poches intérieures. Oui. Alors, on va peut-être parler un peu plus technique. Effectivement, on a besoin d'avoir des fois un peu d'hydratation sur nous. En général, la plupart des swimrunners, ils ont ce type de flasque qui, au fur et à mesure, se compriment et tiennent de moins en moins de place. Et on a des poches à l'intérieur qui sont ici, par exemple. C'est des petites poches. C'est la première génération, une des premières générations avec des poches. Et maintenant, on voit de plus en plus d'équipementiers qui intègrent une poche extérieure ici. Donc c'est avec zip derrière. Donc c'est vachement intéressant parce que au final, c'est toujours hydrodynamique parce que c'est fermé et on a quand même plus de place pour mettre ces flasques derrière comme ça ou à l'intérieur. Là, tu as des combis jambes courtes. Il y en a qui vendent j'ai vu qu'il y avait des combis jambes longues. Par contre, il y a toujours des bras pratiquement. Et est-ce que les bras, s'il y a des combis jambes courtes, c'est qu'on supporte mieux le froid au niveau des jambes, je pense. Est-ce que les bras, on pourrait pas éviter de les avoir? Alors, pour les combis courtes, celle-ci, j'ai acheté courte comme ça parce que je sais que je suis pas trop frileux des jambes. Mais en général, les fabricants, ils les envoient avec les jambes longues. Et après, c'est à vous de les découper. Donc, il y a des tutoriels pour comment découper la combi. Et une fois que vous avez découpé la combi, le truc, c'est que vous pouvez réutiliser le bas pour avoir que les bouts de néoprène sur les mollets, si vous avez froid. Donc ça, c'est un plus. Au niveau des bras, je sais que mon coéquipier, François-Xavier, lui, systématiquement, il coupe tous ses bras. Mais il garde des fois, les manchons s'il a besoin vraiment d'avoir de la protection. Moi, quand je cours avec, en temps chaud ou froid, j'ai toujours la longue. Parce que quand j'ai vraiment trop chaud, j'enlève carrément tout. Hein, j'enlève le devant et derrière, et puis je la laisse pendre comme ça, et je l'attache de cette façon-là, comme ça. Voilà. Et après, une fois qu'on arrive dans l'eau, évidemment, je me rhabille 250 mètres avant. N'oubliez pas qu'on court à 2, le swimrun, donc du coup, on peut vraiment demander l'aide à son copain ou sa copine pour se rhabiller, notamment pour tout ce qui est zip derrière. Tu mets un petit
Alors moi, j'utilise une trifonction de triathlète que je garde sous ma combi. Voilà, on la met et on l'oublie. Voilà, simplement comme ça. Après, il y en a qui mettent des shorts ou t-shirts, mais je trouve que là, c'est plus simple. J'ai cru voir qu'il y avait des gens qui mettaient des lycras en dessous pour encore supporter plus le froid, parce que là, c'est en froid. Donc, Oui. le lycra va t'apporter une protection contre le froid supplémentaire. On voit bien des fois quand tu mets des couches et des couches de produits techniques, ça ne sert pas forcément à grand chose. C'est rajouter. Est-ce que là ça sert vraiment? Est-ce que tu gagnes un degré? Est-ce que tu n'en sais rien? Oui, bon, alors Clément me demande si rajouter une couche de lycra ou une couche de mini néoprène en dessous de la combinaison sert pour combattre le froid. Et moi je te dis que ça sert bien, effectivement. Ça permet de gagner facilement 1 ou 2 degrés supplémentaires. Et ça, on se rend pas compte, mais 1 ou 2 degrés dans l'eau, c'est très important. On a une perte de mémoire, une perte calorique qui est 8 fois plus grande dans l'eau que dans l'air. Ouais. Donc ça va très vite. 1 degré, ça peut faire la différence entre une hypothermie et pas une hypothermie. Après, ceci dit, si tu mets un lycra et que tu vas sur Terre et que tu cours avec et que tu as chaud, c'est quand même plus difficile d'enlever toutes ces couches-là. Mais après, effectivement, je confirme que c'est très efficace. La superposition des couches ne jetez pas ça. Oui, en fait, il faut quand même essayer, mais oui, c'est efficace. Après, quand hors compétition, vous voyez bien qu'on n'a pas... On ne peut pas partir dans une sortie longue avec ça seulement, ou 2 flasques. On a besoin d'avoir une stratégie d'hydratation qui soit plus indépendante, autonome. Et donc du coup, moi qui suis souvent dans les calanques, où j'ai pratiquement 3-4 heures sans pouvoir boire, sans pouvoir me ravitailler en eau, j'utilise 2 sacs. Un sac étanche, qui est un sac de 28 litres qui fait à la fois bouée, signalisation et aussi rangement à l'intérieur. Et un sac de trail, un sac normal de trail, où dedans je peux mettre n'importe quoi. Mais la plupart du temps, c'est mon camelback, une petite trousse de secours, mon téléphone en cas pour prévenir les secours, ce genre de choses, que je mets à l'intérieur. Pendant que je suis dans l'eau, je le ferme et voilà, et puis je nage avec. Après, une fois que je sors dans l'eau, effectivement pour les transitions c'est pas super rapide, mais la sécurité en premier. Je plie mon sac, étanche cette fois-ci, hop, comme ça, et je le glisse à l'intérieur de mon sac, à l'intérieur de mon sac de trail. Donc ça c'est la configuration qui moi me va bien quand je vais dans des grandes sorties. Voilà, c'est à peu près la configuration pour la stratégie d'hydratation que j'ai à l'entraînement. Et sur les courses, sur des courses type comme le Tilleux, est-ce en autonomie complète ou est-ce qu'il y a des ravitaillements? Alors sur les compétitions, il y a des ravitaillements et suffisamment pour pouvoir uniquement prendre, allez, on va dire 2 gourdes comme ça. Donc il n'y a pas trop à se casser la tête. Après ça dépend des, tu me parlais de l'Otilo, Clément. En général, il fait pas très chaud, ni dans l'eau ni dans l'air, donc tu consommes pas tant d'eau que ça. Quand même, il y a une partie où il y a 21 km sur une île, et là, oui, tu as quand même chaud, mais il faut quand même s'adapter. Moi, ce que je conseille, c'est de quand même avoir une ou 2 flasques qui ne sont pas forcément remplies,
Mais une fois en étudiant bien le parcours, les remplir en sachant si on a 10, 15 km de course à pied, il faut la remplir avant de partir sur la partie trail qui est importante. Voilà, par exemple ici, en général, c'est souvent le swimrunner qu'on reconnaît, c'est qu'il colle les distances sur ses plaquettes ou sur son pool boy, ou il le marque sur son bras, etc. Là, ça risque de s'effacer. On a tellement de transitions, ça peut monter jusqu'à 20 à 25 transitions, que c'est très difficile de souvenir des distances exactes. Alors quand on sort de l'eau, immédiatement, il y a un des binômes qui choisit de la carte, de l'orientation, il regarde la distance, et il sait instantanément si il faut soit dézipper, soit enlever le haut, ou soit totalement enlever la combi. Et c'est à ce moment-là, ce moment où on sort, qu'on doit se dire, voilà, il y a ça, il faut que tu t'adaptes. C'est pas au milieu de la course à pied où on crève de chaud, on se dit, bon, il faut changer. Parce que toute la partie où on a couru, on a crevé de chaud, on a dépensé de l'énergie, on a dépensé de l'eau pour rien. Tu peux être amené à enlever la combi totalement. Est-ce que tu peux répéter la question pour que les gens entendent sur le micro? Oui, alors, est-ce que ça m'est arrivé de devoir enlever totalement ma combinaison? Oui, ça m'est arrivé sur la Côte Vermeille. On avait une portion à 17 km et on montait en haut d'une tour. Il y avait, je crois, 600 ou 700 mètres de dénivelé. Et donc, du coup, j'avais fait peut-être 2 km avec la combi baissée jusque-là. Et puis, je me suis arrêté, je me disais, c'est débile, quoi. Il fait trop chaud. Et la Côte Vermeille, c'est du côté de Perpignan, vers Argelès, au mois de juin. Donc voilà, fallait pas chercher à comprendre, il fallait tout enlever. Et après, je l'ai pris sous le bras, mais c'est comme ça, hein. Faut s'adapter. Voilà, il y a des choix comme ça qui font que on peut perdre du temps à l'enlever, mais c'est autant d'économiser après. Voilà, on évite l'hyperthermie et la soif, ce genre de choses, quoi. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors oui, je peux vous parler de ça. C'est la GoPro que j'utilise pour faire des films à l'intérieur des courses. Donc c'est on va dire un petit plus, mais qui pour moi me permet de promouvoir le sport avec des photos, des vidéos de paysages somptueux, que ce soit sur terre ou sur mer. Alors comment je l'arrange en général? Je la range juste sous la cuisse, je la passe sous la cuisse comme ça, je la mets juste sous la néoprène et ça tient. Après on peut avoir une sorte d'élastique que l'on met et qu'on l'accroche ici, mais du coup c'est à l'extérieur, c'est un peu moins hydrodynamique, on gagne en temps pour l'enlever, mais après j'ai toujours un petit peu l'angoisse avec la baston par rapport aux vagues, etc. Si ça se décroche, ça coule, voilà, ça fait une sacrée perte, quoi. Voilà. Des questions, Jean-Rémy? Benoît? Est-ce que tu peux sauter avec le pull boy ou tu l'enlèves à chaque fois que tu sautes? Le pull boy, en général, tu es obligé de détacher la jambe pour sauter ou tu fais pas? Alors, au niveau des... Oui. Oui, donc Benoît me demande comment on fait quand on a des sauts dans l'eau à faire. Est-ce que l'on garde le pull boy avec soi? Est-ce qu'on le jette avant? Alors, le conseil que je donne, c'est que si ça ne dépasse pas 2 mètres, on peut le garder avec soi, sur le côté. Ici, il n'y a pas de problème. Par contre, si ça dépasse 2 mètres, et c'est très rare, à mon avis, sur des swims de compétition, ça ne passe pas 2 mètres, plutôt 1,5 m. Si ça dépasse 2 mètres, on parle de 5 ou 6 mètres, ou même plus. Effectivement, il faut l'enlever et puis le lancer. Parce que j'ai un collègue qui est cassé avec son full boy et il s'est coupé en deux. Carrément, je crois que la ficelle, ça s'est coupé en deux avec le choc. Donc il faut faire
avec ça. Une règle aussi à savoir, en entraînement, on est les pieds en avant. C'est rare qu'on autorise le swimrun à plonger parce que souvent on ne voit pas le fond, etc. Mais quand même, dans une sécurité, excusez-moi, c'est toujours bien de sauter à des joints, d'autant plus qu'on a des chaussures et que les chaussures, ça permet vraiment de ne pas avoir mal au pied, quoi. Moi, je saute régulièrement de 7-8 mètres dans les calanques et grâce aux chaussures, pas au pied, c'est très bien. C'est une habitude, mais j'avoue que c'est hyper ludique de pouvoir faire ça. On a vraiment l'impression d'être en enfance. Je ne sais pas ce que tu en penses, Clément, mais ça ajoute au jeu. Et... Sauter, c'est toujours sympa. Ouais, sauter, c'est toujours sympa. Ouais. Et on est souvent, contrairement à ce qu'on pense, on se dit que l'eau, on va avoir froid, etc. Mais je vous promets que quand on fait des swimruns en compétition, on a chaud. Et dès qu'on va dans l'eau, on apprécie. Hein, c'est vrai, hein, on dit mais on va avoir froid dans l'eau, mais non, pas du tout. En compétition, on a tellement chaud que quand on est dans l'eau, on est on refroidit, quoi. Ça dépend pour quelle course, mais la plupart du temps, c'est ça. On passe par tous les états un peu. T'es content d'y aller, mais t'es content d'en sortir. Exactement. Donc Clément me dit qu'on est content de rentrer, mais on est content de sortir. Parce qu'effectivement, on a très chaud, on a très froid, plutôt vers la fin. Et en fait, tout est une histoire de se connaître. Et connaître sa tolérance au froid et au chaud, c'est pas du tout évident. Parce que c'est un enchaînement. Et le passé de chaud-froid influe sur ta tolérance au fur et à mesure. Moi, cette année, je suis moins frileux qu'il y a 2 ans. Mais je sais qu'il y a des personnes qui seront toujours frileuses et qui auront toujours du mal avec l'eau froide. Mais il y a plein de stratégies, de toute façon, pour éviter le froid. On parlait de matériel pour éviter le froid. Au niveau des membres inférieurs, au niveau des pieds, des extrémités, au niveau des pieds et des mains, il y a des techniques ou Alors, il y a des personnes qui nagent avec des... Oui, alors, on me demandait au niveau des membres, des extrémités, s'il y avait des techniques par rapport ou du matériel pour éviter d'avoir trop froid aux mains ou aux pieds. Moi, je n'ai pas froid aux mains parce que je n'ai jamais vraiment nagé des eaux inférieures à 13 degrés et sur de trop grandes distances, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont frileuses qui utilisent des gants néoprène. Mais l'inconvénient, c'est que ça peut devenir un petit peu lourd. Et comme c'est situé aux extrémités, ça demande plus d'efforts. Mais pour des personnes qui n'ont vraiment pas le choix, le gant néoprène, il faut essayer. Au niveau des chaussures, il y en a qui ont des chaussettes, des gens ont des chaussettes fines, très fines. Ça peut être des chaussettes aussi avec, vous savez, 5 orteils, qui sont intéressantes parce qu'au niveau, quand il y a du sable qui rentre à l'intérieur, au niveau frottement, ça évite d'avoir du sable entre les orteils. Et il y en a qui utilisent des chaussettes néoprène. Alors moi je leur ai demandé, mais vous n'avez pas trop chaud en courant? Et ils me disent non, c'est impeccable, etc. Donc je crois que c'est vraiment un choix personnel et il faut vraiment essayer. Il n'y a pas de vérité établie. Et j'ai encore un autre exemple avec François Xavier qui des fois court pieds nus. Il n'a pas de chaussettes. Ça c'est la configuration où il n'y a pas de sable, évidemment. Ouais, c'est ça. Il y en a qui le font, ça je le sais. Mais, c'est incroyable, mais ouais. sans ampoule, sans rien. Mais en fait, avec la problématique sable, ça me semble un peu compliqué. Oui, effectivement, avec le sable, même pieds nus, je pense que les gens ils font pas, quoi. Ils font pas l'erreur. Sable avec les chaussettes, tu le sens pas? Si, avec les chaussettes, on sent quand il y a du sable qui sont sous les orteils, mais c'est pas à l'intérieur de la chaussette. Mais on n'a pas le même ressenti en swimrun qu'en run. À savoir que quand on sort de l'eau, on a les pieds un peu engourdis. Donc c'est pas si facile que ça d'avoir des feedbacks habituels de
de trail, quoi. Donc c'est vraiment très différent. Il faut vraiment tester, tester ça, quoi. C'est vrai que c'est pas gênant, quoi. Les chaussures mouillées avec plein d'eau dedans. Moi, ça me dérange pas personnellement. Oui, et Clément dit que au départ, c'était inframental de courir avec des chaussures mouillées. Mais toutes les personnes avec qui j'ai discuté, mais tout le monde, ils se disent, mais courir avec des chaussures mouillées, ça gêne absolument pas, quoi. Moi, je me suis vu faire des trails où il fallait passer dans 2 ou 3 ruisseaux, où des vrais coureurs de route, leur stade qui venaient faire le petit trail, étaient perdus parce qu'ils avaient les chaussures complètement trempées. Alors qu'en fait, c'est finalement pas gênant. Oui, oui, des gens qui sont routards un maximum, ou trailers, et qu'on leur demande de traverser une rivière. Ouais, c'est la catastrophe. Ils pensent qu'ils vont avoir des ampoules, etc. Ça va être foutu, etc. Mais pas du tout. Enfin, nous, sur des swimruns entre jusqu'à 40-50 km, les ampoules, c'est un problème qui ne revient pas, quoi. Personne ne nous demande des ampoules, quoi. Moi, j'ai une petite question au niveau des courses qui vont être organisées sur l'année 2007 en France. Les principales régions, notamment où il va y avoir le plus de swimruns et la façon dont c'est en train de se développer. En France ? Si tu peux répéter aussi. Oui, alors, donc Jean-Rémy me demande quel va être en 2017 les principaux lieux de compétition de swimrun en France et comment va être la répartition. Moi, de ce que j'en vois, c'est que ça s'est réparti de façon assez harmonieuse en France. Évidemment, beaucoup en bord de mer. Il y en a quelques courses en Bretagne. Il y en a une bonne concentration sur le sud de la France qui partent d'Argelès jusqu'à Monaco. Il y a peut-être 5 ou 6 facilement. Il y en a 2 dans le Jura, il y en a au centre de la France avec Vassivière, il y a même dans l'Île-de-France avec la Gravity Race, à Annecy qui est la Gravity Race, vers Montpellier, de nouveau les gens de la Gravity, dans le Verdon avec le circuit Swimrunman qui s'est créé. On en a même dans le Nord, à Berck. Donc c'est l'épreuve, c'est l'Otiman qui va intégrer le Swimrun National Tour. Donc ça fait déjà 3 circuits nationaux qui se sont créés en France cette année et qui essayent d'avoir des lieux emblématiques un peu partout. Il y a donc le Verdon pour le swimman, il y a l'Afré pour le swimman. Voilà, donc je pense qu'il s'en démarrent tous les jours, pas tous les jours, beaucoup. On est passé de 3 épreuves en 2015 à 15 en 2016. Je pense qu'il y en aura 25-30 en 2017. Oui, donc ça se répartit de façon assez bien ficelée en France, je trouve. Par rapport au matériel, quid des trous dans les chaussures? Il y en a qui font des trous et d'autres pas, donc c'est quoi la solution? Alors Benoît me demande qu'est-ce qu'on fait si on fait des trous dans les chaussures, dans les chaussures de swimrun pour évacuer l'eau. Alors il y en a qui le font, mais c'est pas la majorité. Moi je pense que ça dépend de la satisfaction que l'on a sur l'évacuation de l'eau. Parce qu'il y en a des chaussures qui évacuent très bien l'eau. Moi je suis Innovate, donc j'ai choisi ça parce qu'il y a un drainage qui est excellent. Du coup, j'ai pas besoin de me poser la question de faire des trous ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des trous, l'eau s'évacue, mais l'eau rentre aussi, quoi. Donc ça, c'est à double tranchant, on va dire. Pour moi, c'est pas hyper nécessaire. Mais après, c'est, comme je dis, en swimrun, on vous demandera toujours d'être créatif. On vous demandera toujours de venir avec des idées, de nouveaux matériels. Et c'est ça l'essence du sport. C'est-à-dire qu'on vous demande de créer vous-même votre autonomie et faire des trous dans les chaussures, inventer des nouvelles formes de pull boy. J'ai des amis qui sont en train d'inventer des nouvelles formes plus aérodynamiques de pull boy. C'est l'essence du sport. En swimrun, on a des règles qui sont hyper flexibles à ce niveau-là.
Voilà, donc ce que je peux vous dire d'autre, j'ai amené moi j'utilise pas des manchons en néoprène, mais j'utilise des manchons en tissu dans lesquels je glisse des morceaux de polystyrène à l'intérieur pour gagner un petit peu en flottabilité au niveau des membres inférieurs. Voilà, ça c'est mon petit truc à moi. Je trouve ça rigolo. Et tout ce qu'on peut gagner en flottabilité, on essaie de le prendre, on essaie de le gagner au maximum. On met sur chaque jambe. T'as 2 flotteurs au niveau des mollets sur chaque jambe. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai deux petits mollets que je cale ici comme ça. Juste. Non, ça bouge pas. Non, avec la compression, etc., ça bouge pas. Après, c'est ma solution. Hein. J'ai vu des gens qui avaient des solutions hyper rigolotes. Il y en avait un qui avait mis son. C'était à la gravité terrestre, je ne sais pas si tu l'as vu. Il partait son pool boy comme ça. J'ai trouvé ça trop rigolo. Sinon, il y avait un swimrunner qui voulait pas mouiller ses chaussures. Il avait tracté. Il avait pris un sac et il avait posé ses chaussures dessus et tracté ses chaussures sur l'eau comme ça. Je ne sais pas si ça a duré longtemps. Ça a dû être long, ouais. Ça a dû être peut-être long, je ne sais pas. Mais il faut bien tenter. Hein. Il faut savoir que les premiers swimruns en Suède, la règle était presque, il n'y a presque pas de règle, il fallait tout transporter sur soi. C'était la seule règle. Et les premiers vainqueurs, ils avaient carrément pris des flotteurs, c'est-à-dire des matelas gonflables qui faisaient ma hauteur, et puis ils nageaient comme ça. Donc ils ont réussi à gagner le tilo comme ça, mais ils transportaient leur. Et après ils ont même changé la règle. Et pour dire que les règles sont pas tout à fait immuables et qu'elles vont quand même changer, parce que les palmes et tubas sont quand même autorisés. Cette année, il y a eu au championnat du monde un équipementier qui a proposé des palmes qui s'adaptaient aux chaussures. C'est-à-dire qu'on venait avec la palme, on venait mettre directement la chaussure dans la palme et on pouvait nager avec ça. Et la palme, elle était longue comme ça. Et effectivement, ces gens-là, quand c'était à Le Thilo, hein, cette année, enfin l'an dernier, et quand ils ont vu qu'ils traçaient comme des fous en natation, ils se sont dit c'est un problème d'équité, c'est pas normal. Même si les gens transportaient leurs palmes à la main, etc., ça compensait pas l'avantage qu'ils avaient en natation. Donc du coup, ils se sont réunis, les gens de l'Otilo et plusieurs organisateurs, pour réglementer ça. Et ils ont autorisé maintenant des palmes qui dépassent seulement de 15 cm pour rétablir un petit peu d'équité. Donc j'ai tout ça pour vous dire que le swimrun, c'est un sport qui est jeune, qui bouge et qui, en fonction des inventions des uns et des autres, vont peut-être bouger les règlements. Mais vous voyez, par exemple, si vous êtes le premier à inventer un système de flottaison qui soit super et que vous gagnez, on ne peut rien vous dire. Et le règlement, il sera régi par l'organisation Otilo, ou est-ce qu'en France, il va être régi par la réglementation très stricte de la Fédé de triathlon? Alors, bonne question. Clément se demande si on a encore de nouveau le règlement qui doit bouger. Est-ce que c'est l'Otilo et puis l'Otilo et puis l'organisation qui se met en place autour d'Otilo, ou est-ce que c'est du ressort de la FF3 qui a pris la direction du swimrun? Alors, si ça se passe à l'Otilo ou à l'étranger, effectivement, ça sera du ressort du circuit Otilo et puis des gens du circuit qui vont décider. Si ça se passe en France, ce n'est pas la FF qui va décider, parce que la FF3 décide des règles techniques de sécurité. Donc c'est de la sécurité. C'est absolument pas le règlement. Le règlement, ça sera toujours l'organisateur. Donc il faut bien se renseigner, parce que par exemple sur la Côte Vermeille, je ne pense pas que les tubas soient autorisés ou les palmes soient autorisées. Mais ça peut très bien être autorisé dans un autre
notre course. Et donc il faut vraiment regarder le règlement intérieur de la course pour savoir ce qui est autorisé ou pas. En sachant que tous les organisateurs s'inspirent quand même de l'origine, à savoir l'Autility Race qui se déroule à Stockholm, qui sont les championnats du monde officieux, on va dire. Officiel, officieux, je ne sais pas. Tant qu'il n'y a pas de fédération internationale, c'est officiel. Voilà. Donc actuellement, la FF3 travaille avec beaucoup d'organisateurs sur ces fameuses règles techniques de sécurité, qui fixent un cadre tout en essayant de laisser qui va laisser le règlement aux organisateurs et suffisamment d'espace pour que les organisateurs puissent s'exprimer. C'est ça la logique. Eux, ils s'occupent que des règles de sécurité. Voilà, c'est ça. C'est les discussions qui sont en cours actuellement. Tu parlais d'évolution du matériel. La combinaison aujourd'hui, elle n'intègre pas justement plus de flottaison qu'une combinaison classique de natation ou de plongée. Oui, alors Benoît pose la question à savoir si la combinaison de swimrun intègre plus de flottaison. On l'a abordé en début de session, mais je vais te répondre de nouveau, à savoir que oui, les panneaux d'épaisseur de swimrun sont beaucoup moins réglementés que le triathlon. À savoir, par exemple, ici, sur les cuisses, j'ai un panneau de 8 mm. 8 mm. Alors qu'en triathlon, c'est absolument interdit, ça. En natation aussi. Donc, les gens si un gars il vient avec une combi de swimrun en triathlon ou en eau libre, il ne sera pas réglementaire, quoi. Est-ce qu'elle a des particularités pour la course à pied également? Oui, alors c'est vraiment hyper technique au niveau course à pied, à savoir qu'on a des parties qui sont renforcées en dessous pour, par exemple, si on chute. C'est étudié aussi pour qu'on puisse avoir une allonge sans être trop gêné quand on allonge on fait une fente par exemple sur une combinaison de triathlon, ça peut un petit peu trop être résistant. Alors que là, ça permet de pouvoir allonger le pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des panneaux qui sont peut-être plus importants au niveau du dorsal ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau des hanches, on a une sorte. Au niveau des hanches, ça dépend, il y a des panneaux. Il y a plusieurs philosophies. Soit ça gaine très bien, soit ça gaine moins. Ça dépend. Si on est bon nageur, on n'a pas besoin de gainage. Mais si on est bon nageur, on va avoir un gainage supplémentaire ici. Ici, elle est hyper fine. Par contre, au niveau des abdos, il y a des panneaux. Voilà, des panneaux qui sont plus épais. Donc voilà, effectivement, il faut qu'elle soit vraiment super flexible au niveau hanche pour faire ça pour la course à pied. Après, il faut savoir que là, cette combinaison a 2 ans et j'utilise très régulièrement et elle souffre, les combinaisons souffrent. Si vous voulez avoir une combinaison qui dure longtemps, il serait peut-être bon d'avoir une combinaison d'entraînement, une combinaison de compétition. C'est le conseil que je vous donne, parce que le nombre de fois, je ne sais pas si on le voit bien ici, mais là c'est le pool boy qui est abîmé, c'est pas parce que je tombe ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est toutes les branches que je me prends quand je cours sur le côté ici. Toutes les branches parce que quand on court avec le pool boy sur le côté, on fait pas gaffe, si on est dans des singles, on bute souvent sur le côté. Il faut faire attention à ce niveau-là. Voilà, d'autres questions, Benoît? Justement, sur le matériel, quand tu cours, tu es obligé d'ouvrir ta combine pour avoir moins chaud ou c'est... Alors oui, comment gérer la chaleur quand on court avec la combinaison. Du coup, je ne l'ai pas dit, mais on avait deux zips sur la combinaison, un zip devant, un zip derrière. Et quand on est en compétition, on a souvent un petit guide comme ça qui résume les distances de chaque transition.
Donc, par exemple, si on sait qu'on a 10 km à faire, ça va durer, je sais pas moi, 1 heure, etc. en course à pied. On sait à l'avance qu'il faut seulement enlever le haut, comme ça, et courir. Et donc enlever le chasuble de compétition, enlever les 2 zips, remettre le chasuble de compétition et courir comme ça. Donc c'est tout un exercice, une gymnastique d'anticipation à avoir pour bien aborder les différentes sections. Si c'est simplement 1 km de course à pied, bon, non, tu n'enlèves rien, quoi, tu y vas. Voilà. Je sais pas quelle heure il est là. 22. Peut-être que s'il n'y a plus de questions, on peut arrêter là. Ok. Merci beaucoup.